tous, nous sommes le 14 février et nous allons faire la vidéo réponse à la vidéo examen, c'est-à-dire nous allons faire le corrigé et ça va nous permettre de réviser, de faire une synthèse de tout ce que nous avons appris jusqu'à présent. Et je reconnais que j'ai placé la barre assez haute et qu'il faut comprendre aussi que c'est une carte du ciel qui m'a été proposée en examen et que j'ai acceptée. Et je reconnais que la partie était un petit peu difficile et ça va vous permettre justement, en comprenant toutes ces difficultés, de progresser tout simplement et d'avancer et de voir tous les écueils auxquels on se heurte et à qui il faut franchir. Et ça montre bien le chemin qui reste à parcourir pour avoir une astrologie de meilleure qualité. Parce que c'est bien ça qu'il s'agit. Il faut comprendre que ne plus croire que l'astrologie telle qu'elle nous est proposée actuellement est valable. Il y a des choses intéressantes et c'est bien là-dessus qu'on se base, mais il faut vraiment pousser mes principes. Vous aurez compris que si je fais ces vidéos, c'est bien parce que je remets en cause certains principes de l'astrologie en fait, et que je pousse un peu plus loin. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de livre qui parle exactement de ce que je fais actuellement. Et c'est vrai que les gens, il faut expérimenter, il faut me faire confiance. C'est difficile par les temps qui courent, je comprends. Et savoir que j'ai moi-même jeté 70% des livres d'astrologie et ce que je garde, c'est aussi un peu par affection ou par quelques éléments qui m'ont éclairé dedans. C'est vrai qu'il va falloir que je fasse aussi mon livre un jour, et puis après, le monde en fera ce qu'il en veut. Bon. Et c'est vrai que certains sont tentés d'aller voir des ouvrages parce qu'ils sont bien vendus comme si c'était des références de vérité. Et moi au contraire, plus c'est rare, plus ça s'approche peut-être de la vérité, parce que il faut reconnaître dans le monde actuel, je ne pense pas que ce soit la vérité qui prédomine. Et c'est vrai que certains débutants peuvent être déroutés parce que je contredis certaines de leurs théories. Et c'est sûr qu'aller demander à un spécialiste reconnu de l'astrologie, alors on lui demande ce qu'il pense de mes théories, ça remet en cause toute sa vie en général. Et c'est comme demander à un boucher charcutier si c'est bien d'être vegan. C'est un peu un conflit d'intérêts quelque part. Bon, tout ça, c'est pas grave. J'espère simplement que des gens arriveront à se remettre en cause. Et surtout, c'est de le faire, d'essayer, d'appliquer, de comprendre. Parce que j'ai rien inventé par hasard. Je suis moi-même très critique sur mes travaux. Et quand je dis quelque chose, c'est que il y a quelque chose et que ça, tous les jours, je confronte, je peux avoir des moments de doute, parfois, il en faut, c'est important, et il y a des choses, ça ne fait que se confirmer. Et après, on connaît notre zone de trouble, notre zone d'incertitude, et être conscient de ça, c'est vraiment se permettre d'avancer et d'aller plus loin, parce que là, on a ouvert une porte, et ça nous mène, puisqu'on est conscient de notre base. Il faut essayer de la diffuser, et là je ne suis pas vraiment le mieux placé pour ça, et j'espère que je serai relayé à la juste valeur de mes découvertes. Voilà, je vous remercie. Donc maintenant nous allons commencer donc le corrigé, et c'est vrai que je l'ai présenté avec des différentes possibilités. Ça se pose un peu plus comme une énigme et effectivement ce n'est pas facile à comprendre. Alors tout d'abord, j'ai appelé la première carte du ciel conception de l'examen. Alors ce que j'appelle conception, c'est la date de conception du natif. C'est-à-dire que si l'astrologie, et je le crois, a un fond valable, qu'on ne sait pas encore bien comprendre, si l'effet qu'il y a sur une naissance
qui pourrait se rapporter à une forme d'épigénétisme sur un fœtus qui a été conçu 9 mois avant la naissance. Donc l'astrologie, je dirais, entre guillemets, forcément, a un effet aussi à la conception. Seulement à la conception, autant une date de naissance est facile à repérer et à marquer dans le temps, une date de conception, les gens en général ne la connaissent pas. Et quand on connaît vraiment la date de la conception, il faudrait l'heure, et en plus, même l'heure d'une conception, c'est l'heure de la fécondation qui compte. Et ça peut prendre encore de 12 à 24 heures. Donc c'est très... j'aurais que le laboratoire pour travailler là-dessus, parce que comme ça me semble tout ça. Mais être conscient pour que ça soit une voie de recherche, et, parce que c'est important. J'explique comment j'ai découvert l'intérêt, parce que j'ai eu par chance quelques personnes très rares qui connaissaient le moment de leur conception, et sur des cas, parce que j'ai travaillé beaucoup sur des cas de pathologie. Or, il est intéressant de comprendre, et c'est naturel, qu'il y a des pathologies qui arrivent déjà à l'état embryonnaire, donc elles ne devraient pas apparaître dans l'astrologie de la naissance. Et c'est là que j'ai compris qu'il y a cette astrologie de la conception qui va déterminer une sorte d'état du fœtus comme un être qui, et à la naissance, va devenir une autre forme de vie et biologiquement, et dont l'astrologie va refaire un effet. C'est une contestation, hein, parce que ça reste un mystère. Donc dans ces cas pathologiques, j'avais remarqué qu'il y a des fœtus qui ont été conçus à des dates, effectivement, qui vont favoriser des pathologies. Et là où il y a drame, c'est quand la naissance aussi est pathologique. Et là, on arrive dans des handicaps lourds. Alors, mon niveau d'étude se base sur des très petits nombres, mais je l'ai constaté. Et j'ai essayé de comprendre cette logique. Et j'ai aussi constaté qu'une conception un peu difficile, qui peut faire une naissance avec un handicap, peut être corrigée par la naissance, parce qu'il y aura des facteurs hyper favorables. On va prendre un exemple des plus connus, des gens qui arrivent à s'épanouir en étant nés aveugles. On pense à Gilbert Montagnier, qui ont un rayonnement, un certain épanouissement, une réussite de carrière dans la chanson, et il y a plusieurs cas de ce genre-là. On peut naître handicapé et avoir un très bon rayonnement, et inversement, on peut naître en parfaite santé et avoir une vie quand même très difficile par la naissance. Voilà. En poussant plus loin cette idée de conception, il y a, alors là, on arrive dans un domaine spirituel, mais je trouve que c'est bien d'en parler, parce que autant une conception, on la détermine à peu près 9 mois avant la naissance, quand tout se passe bien, chez l'être humain. Il ne faut pas oublier que l'astrologie marchera aussi chez les animaux, et à mon avis, chez tous les êtres vivants. Je disais donc qu'il y a aussi des théories spirituelles affirmant qu'il y a une conception 1 an avant la naissance. Et là, c'est plus une conception biologique. On pourrait parler d'immaculée conception, ça nous rappelle quelque chose. Et pourtant, ça serait vrai chez tous les êtres humains. Et simplement, dans les cas historiques, on parle d'immaculée conception de manière religieuse ou biblique. Là, c'est ça parce que c'est des êtres, c'est des gens qui en sont conscients au moment où ça arrive, et c'est une force qui a été ressentie par la personne concernée par cette conception-là. Mais cette théorie de l'immaculée conception serait vraie pour tous les êtres humains. Ça pourrait montrer, peut-être, s'il y avait un rapport avec la carte du ciel, à ce moment-là, ce n'est pas sûr, parce que c'est dans une autre dimension, et voilà, pas forcément terrestre à ce moment-là. Mais effectivement, peut-être une carte du ciel 1 an avant la naissance pourrait peut-être indiquer une disposition de l'âme au moment où elle veut s'incarner sur la Terre. Voilà. Donc on reprend la conception de ce que nous avons appelé examen comme Monsieur X. En tout cas, là, on sait que la naissance avait lieu le 17 mai 1904 à 2 h du matin à Paris. Alors, je ne vous avais pas donné la date.
Parce que il était facile pour certains, autant une date peut donner, on retrouve la carte du ciel à la période de cette date, mais autant une carte du ciel peut aussi fournir la date. On peut retrouver la date par les planètes lentes, on sait que Pluton, etc. On peut retrouver l'année, etc. D'ailleurs, ceux qui ont réussi à faire ça, bravo. C'est pour ça que j'avais marqué triche autorisée, parce que ça demande quand même une bonne connaissance de l'astrologie. Et à partir du moment où on retrouve une date, on peut retrouver, vu que c'est une personne qui est en fait célèbre, on peut retrouver par sa date de naissance, et les ordinateurs et les logiciels d'astrologie actuels, on retrouve facilement à qui elle appartient. Donc à partir de là, il était facile de tricher. Ceci dit, pas si facile que ça, c'est comme en mathématiques, on peut copier le résultat, mais il faut avoir l'explication du résultat, c'est-à-dire comment on arrive à ce résultat. Donc pour voir l'état du fœtus, on en revient à la conception. Donc on a donné une date du 18 août 1903. Et c'était intéressant parce qu'on retrouvait cette conjonction Soleil-Pluton qu'il avait à la naissance. Ça fait partie des choses peut-être possibles, des configurations lunaires d'une conception sur une naissance. Certains ouvrages même affirment que cela détermine le sexe de la personne, puisque il y a quelque chose qui semble aléatoire. On sait bien qu'il y a un terrain biochimique qui va l'influencer. Ce terrain biochimique peut aussi se retrouver par l'influence astrologique qu'il y aura au moment de la conception. Et sur la conception, donc, on ne voit pas de choses vraiment pathologiques. Ça me paraît plutôt sain. Si ce n'est Mercure en Vierge en maison 12, voilà, qui pourrait démontrer un certain désordre psychologique. Sinon, il n'y a rien d'extrême dans la conception, mais c'était bien de l'étudier. Donc c'est pour ça qu'elle était dans la vidéo examen. Ça fait partie des choses à regarder. Ensuite, j'ai montré quelque chose qui me semblait important. Et moi, c'est comme ça, j'ai beaucoup appris avec ça. C'est la carte du ciel de naissance des parents. Et pour aller plus loin, l'idéal, ce serait même d'étudier les frères. Parce qu'on retrouve, encore une fois, si la théorie de l'astrologie se révèle fondée, exacte, il faut bien trouver l'explication qu'il y a un lien qu'on ne naît pas finalement par hasard à certains moments, qu'il y a bien des cycles biologiques qui ont un rapport avec la génétique. Il n'y a pas d'autre explication. L'astrologie est liée à la génétique, on ne voit pas d'autre chose. Simplement, sur les génétiques qui vont dater de cycles beaucoup plus anciens, ça va se greffer, c'est une sorte d'épigénétisme permanent qui se lie à l'évolution et pourtant qui se lie au cycle planétaire de notre système solaire. C'est quand même incroyable, et il va falloir élargir notre plan de conscience, de se rendre compte que toute la vie, tous les cycles terrestres, des dinosaures, de la nature, de tous ces moments-là, sont liés à l'astrologie, si ce n'est que, après, il y a les accidents matériels, on va dire, un météorite qui s'écrase, des choses comme ça, qui ne sont plus du domaine biologique, de cette harmonie cosmique, mais voilà, parce qu'il y a un monde matériel avec des conséquences, et il ne faut pas opposer ces logiques. Elles s'emboîtent, il y a une interaction à comprendre, et voilà, je pense que c'est une voie de recherche. Donc, alors, comme dans les difficultés que j'ai rencontrées, j'ai cherché les parents de cette date de naissance, donc je vous dirai le nom à la fin, et la malchance a fait que, déjà c'est difficile, vu que c'est des cartes du ciel ancien, de trouver les heures de naissance que les gens ne les marquaient pas à l'époque, c'était très rare, et il y avait deux dates sur internet, j'ai cherché, il y a 2 dates de naissance pour la mère de notre sujet. Donc, et c'était quand même un exercice intéressant, c'est pour ça que je l'ai laissé dans l'examen comme 2 choix possibles. Donc la première carte du ciel de la mère,
qui serait né le vendredi 13 janvier 1865. Et il y a la deuxième date de la mère qui serait née le mardi 13 janvier 1863. On retrouve ça sur Internet, sans savoir lequel est le vrai du faux. Alors, il est intéressant que mon choix pencherait facilement pour la date de 1865, parce qu'on retrouve des configurations avec notre Monsieur X qui sont vraiment semblables. Et comme j'utilise le nœud lunaire, vous avez bien compris, comme l'ascendant, on retrouve effectivement Mercure en maison 3, pas loin du Soleil, comme notre Monsieur X. Et nous avons aussi Saturne en maison 12, comme Monsieur X. Cela laisse vraiment, ça serait trop beau pour être vrai, vraiment, on pourrait choisir cette date de astrologiquement, on dirait 1865, ça a beaucoup plus de chances d'être sa mère, vu qu'on retrouve souvent des deux parents dans une carte du ciel, et des fois plus d'un parent que de l'autre. Et là, il tiendrait plus de sa mère que de son père, d'ailleurs. Mais on verra qu'il a aussi quelque chose du père, évidemment. Mais astrologiquement, on le trouve. Et la deuxième carte du ciel de la mère ne serait pas impossible non plus. Et c'est vrai que des fois, trop d'évidence, ça peut être un piège. Hein. Donc, il y a vraiment une... Donc, 1863 n'est pas une date de naissance impossible. On voit que ça serait une mère un peu plus virile, parce qu'il y a Mars, Pluton en 5 qui sont valorisés. Donc, elle serait déjà moins bien sexuée. Mais, et on sait que c'était des parents artistes, je vous le dis déjà. Et le seul truc, là, elle aurait Jupiter, Lune en maison 3, en balance, qui pourrait aller dans ce sens-là. Le reste, même s'il y a Soleil, Vénus en conjonction en Capricorne, mais c'est quand même en 2-8, il y a du Taureau. Donc les deux sont quand même crédibles. Mais là, ça fait une mère quand même un petit peu plus dure que dans la première carte du ciel. Encore une fois, je ne connais pas la vérité, mais astrologiquement, c'était bien de voir ça. Ensuite, nous allons passer au père, qui est né le 18 septembre 1868. Et là, on voit facilement qu'il a Soleil en maison 2, ce taureau qui retrouve beaucoup dans notre Monsieur X. On voit un Saturne dans la maison 4, qui est quand même qui rend un foyer austère et quelque chose un peu difficile à vivre, matériellement. On voit une lune Mercure en maison 3 en balance, qui va aussi avec ce côté artiste, puisque c'est un artiste aussi. Et on retrouve une chose qu'on retrouve bien dans la carte du ciel de notre Monsieur X, c'est la conjonction Saturne-Uranus. Donc là, nous voyons l'équivalent, et c'est intéressant de trouver ces équivalents, où on a milieu du ciel Uranus. On savait que milieu du ciel, j'ai interprété comme Mars ou Bélier-Cheval avec Uranus. On interprétera tout à l'heure. Mais on voit qu'il a ce point commun avec ce père. Voilà, maintenant nous allons passer à la carte du ciel de naissance de Monsieur X, Monsieur Examen, et nous allons voir dans l'ordre, c'est-à-dire tout ce que nous avons appris dans notre première vidéo, c'est-à-dire les maisons égales à partir de l'ascendant. Nous avons déjà vu toutes ces maisons égales, on sait que l'ascendant Poisson à 17 degrés, et on va passer on va tracer donc toutes ces maisons-là. Voilà, dans la première vidéo, donc là j'ai tracé toutes les maisons de l'ascendant. Donc on voit bien Jupiter en maison 2, très fort. Mercure en maison 3, très fort aussi. Nous avons la Lune, nous avons Pluton en maison 4, très fort. Donc, maison 5 en Cancer, maison 6 en Lion, maison 7 près du lunaire en Vierge, maison 8 en Balance, maison 9 en Scorpion, maison 10 en Sagittaire,
maison 11 en Capricorne et maison 12 en Verseau sur Saturne, très fort. Voilà. Ensuite, on interprétera un petit peu après. C'est simplement pour revoir un peu dans l'ordre tous les systèmes qu'on a vus jusqu'à présent. Ensuite, nous avons vu la vidéo avec les nœuds lunaires, le zodiaque des nœuds lunaires. Donc, on a vu que le nœud lunaire était une maison 1. Moi, je rappelle que c'est équivalent comme pour le du Bélier et de Mars, donc à 25 degrés en Vierge. Donc, tous les 25 degrés, on va marquer les maisons. Donc là, on arrive à 2. Voilà, nous avons tracé les maisons des nœuds lunaires. Maison 1, 2, 3, 4 sur Uranus, 5, 6, 7, 8 qui couvrent proche de Vénus et de tout ça. Là, très fort, nous avons la 9 sur le Soleil, la 10 se rapproche de Neptune, 11, 12. Voilà pour les nœuds lunaires. Sachant que j'ai marqué de 1 à 12 et qu'on verra dans le système indien, c'est-à-dire qu'on avait vu que ça c'est l'année draconitique et que se superposait le mois draconitique, c'est-à-dire que dans le mois draconitique, la 2 va devenir la 8, la 3 va devenir la 11, voilà, il y aura un ordre différent, donc on interprétera aussi de ces deux manières. Voilà, c'était important. Voilà. Ensuite, nous avons vu les heures, qu'on appelait les heures chinoises, à partir du milieu du ciel, à 24 degrés en Sagittaire, qui est comme un bélier ou comme le cheval chinois. Donc, tous les 24 degrés, et là c'est dans le sens inverse du zodiaque, puisque c'est un zodiaque horaire, qui n'aura pas d'effet direct sur le Sagittaire. On en avait déjà parlé. Donc là, nous avons cheval à 24 degrés. Ici, 24 degrés, on a le mouton. Et on va le marquer comme un poisson. C'est plus facile à écrire que mouton. Mouton, singe. Donc on va faire un gémeau. Donc à 24 degrés, donc très proche. Coq. Donc on va faire un lion. Ici, nous avons le chien. Nous allons faire comme un capricorne. Et nous arrivons au signe de la souris. À 24 degrés ici, donc exactement. Peut-être pas loin de Pluton. La souris, qu'on va faire comme Vénus. Et là, encore une fois, 24 degrés très près du Soleil, nous allons avoir le bœuf, c'est-à-dire la Vierge. Et là, près de Jupiter, nous allons avoir le tigre, c'est-à-dire le Sagittaire. Nous avons ici le chat, et pas loin de Saturne, nous avons le dragon, c'est-à-dire le Verseau. Nous interpréterons un peu plus tard. Ensuite, nous avons vu la nouvelle lune avant la naissance, qui était à 24 degrés Taureau. Donc là aussi, nous avons vu que ça forme un zodiaque, ce qu'on appelle le zodiaque mensuel chinois. Et on va mettre des numéros, parce que ça charge, c'est bien compliqué. J'aurais dû mettre plusieurs couleurs. Donc,
Ça, c'est comme une balance. Donc, on va faire un petit set. 24 degrés. Donc, on a ici la suite, c'est-à-dire la balance, le cochon. Donc là, on ne va pas inscrire partout parce que c'est trop chargé. On va le mettre là où il y a des planètes, où ça va avoir une influence importante. Ici, nous aurons le secteur 2 qui correspond au Scorpion. Nous aurons un secteur 4 proche de Saturne qui vaut au Cancer ou au Lapin. À titre d'information supplémentaire, puisque là on pousse le bouchon au maximum de ce que nous connaissons, même si je ne sais pas tout exploiter, j'ai quand même regardé la carte du ciel en astrologie héliocentrique, donc que nous ne savons pas exactement interpréter, simplement c'est intéressant de voir, il y a deux conjonctions qui ressortent. C'est la conjonction Vénus-Jupiter et une conjonction Terre-Mercure. Voilà. Et savoir, très important, que l'année 1904 est une année dragon. Ça va vraiment donner son importance pour l'interprétation de la carte du ciel. Il y a aussi deux informations qui ne sont peut-être pas très utiles pour l'instant, mais j'en avais parlé aussi, c'est-à-dire les nœuds soliplanétaires, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une planète croise l'orbite du Soleil vue de la Terre. Et j'avais cette difficulté-là aussi, qu'une naissance en 1904, j'avais pas, c'était des nœuds qui venaient de avant 1900, dont je n'ai pas les coordonnées. Mais pour les planètes lentes, ça ne bougeait pas trop, donc on peut quand même voir qu'il y a le nœud Soleil-Neptune qui se place à 10 degrés Lion. Donc, si ça faisait un zodiaque comme notre zodiaque des nœuds lunaires, que je n'aurais pas su interpréter si je n'avais pas lu les livres qui l'expliquaient, mais on déduit que les nœuds doivent avoir une importance, donc on peut imaginer que les 10 degrés, tous les 10 degrés de ces signes auront une importance par rapport au nœud de Neptune. Donc là, je ne m'aventurerai pas à interpréter, parce que je n'ai pas d'études là-dessus concrètes. Mais on peut savoir si on avait au moins une planète en conjonction à ce nœud-là, ça serait intéressant d'observer le Soleil ou la Lune s'il était assez isolé pour essayer de comprendre sa signification. Hein. Parce que je reste persuadé qu'il y a un effet. Nous avons le nœud Soleil-Pluton à 20 degrés Cancer, qui ne bouge pas. Donc il y a ce nœud Cancer-Capricorne qu'on retrouve même 100 ans après. Nous avons le nœud Jupiter-Soleil à 6 degrés Cancer. Nous avons le nœud Soleil-Uranus à 15 degrés des Gémeaux. Dans ce cas-là, il est pile poil sur la Lune, qui est à 15 degrés Gémeaux. Et voilà, après j'avais un peu localisé le nœud Mars à 12 degrés 30 Taureau, c'est-à-dire très proche de Vénus. Et pour Mercure, ou nœud Vénus, ça bouge trop et c'était pas intéressant de toute manière de l'afficher. Donc à partir de là, on va pouvoir commencer une interprétation. Et il faut savoir qu'une interprétation, pour moi, en direct sur une carte du ciel, c'est toujours assez piégeant. Voilà, simplement, bon, j'ai un peu révisé un petit peu avant, heureusement, parce que quand je vois cette carte du ciel, on a toujours des a priori sur ce qu'on connaît, sur des grosses ficelles de l'astrologie. Et si je ne connaissais pas cette personne, il y a des choses que je repère assez rapidement. C'est Saturne en maison 12, sur un axe pas loin de la 6, et souvent ces axes 6-12 me laissent penser à des gens qui peuvent avoir des ennuis de santé, quelque chose qui pèse, qui est assez dur à vivre sur une carte du ciel, qui n'est pas, normalement, qui va pas trop avec une extraversion. Voilà, c'est quand même un poids dans la vie de cette personne. Donc j'aurais pensé à une carte du ciel sur le premier cliché qui laisserait penser à une pathologie.
ce qui n'est pas le cas en vrai, hein, mais on va voir comment ça peut être corrigé. C'est pour ça qu'un cas, dans une carte du ciel, un seul facteur qui peut être assez marquant, assez facile à lire, peut être vraiment démenti par d'autres aspects. Il n'en demeure qu'après, quand il y a un aspect qui se cumule et se répète, là ça devient vraiment lourd et il faut vraiment en tenir compte. Cela étant dit, cet aspect pèse quand même dans la vie de cette personne. Mais c'est une personne qui a d'autres phénomènes beaucoup plus extravertis, notamment cette maison 9 qui est très très forte sur le soleil, encore plus fort que ne l'est l'ascendant sur la maison 12. Pareil, un ascendant en poisson pourrait déceler une fragilité. C'est quelqu'un qui aurait pu avoir des problèmes de rate, de pancréas, un problème d'affection, de refroidissement ou les pulmonaires, parce que le côté poisson 12 aussi touche les poumons. Donc c'est des faits inquiétants qui ont peut-être pu le toucher d'ailleurs en vrai. Et cette Saturne en maison 12, il y a un sentiment de fatalité chez les personnes là. C'est assez déprimant, c'est un peu lourd à porter, hein, ce sentiment de tristesse, de fragilité comme ça. Et savoir aussi que ça pourrait aussi révéler un handicap physique. Et là, en l'occurrence, qui toucherait, puisque Verseau, Capricorne, la peau, les jambes, ça pourrait partir du genou, des chevilles, tibia, jusqu'aux pieds. Voilà, c'est quelqu'un qui pourrait avoir assez de problèmes. Des fois, ça peut révéler un handicap physique, qui peut être plus ou moins grave selon le reste du thème. Et là, d'ailleurs, on verra que cette personne, sans que je le sache, en regardant des vidéos, puisque cette personne est connue, on peut voir qu'elle semble avoir des difficultés à marcher. Quand on interprète une carte du ciel, on peut utiliser des méthodologies, c'est-à-dire que si on a l'esprit un peu organisé, parce que c'est un bric-à-brac quand on voit comme ça, élément par élément. C'est le cas de le dire, puisque, par exemple, quand on veut regarder l'associabilité d'une personne, on regardera les signes d'air, par exemple, mais dans tous les zodiaques, après, pour se faire une synthèse de tout ça. Et on sait que le côté relationnel, Verseau, Gémeaux, Balance, touche au relationnel à différents niveaux, hein, de proximité, de couple, d'amitié. Les signes d'air ont un côté relationnel. Les signes d'eau sont des signes d'intériorité, d'introspection, voilà, entre Scorpion, Cancer, Poisson. C'est des mondes intérieurs. Le Taureau, la Vierge et le Capricorne, les signes de terre, eux, ils sont là pour la réalisation matérielle, comment gagner de l'argent grâce à son métier qui représente la Vierge et la carrière représentée par le Capricorne. Et il y a un lien toujours entre ces éléments, donc ça permet de couper. Si on veut travailler carrière, on va travailler sur ces éléments-là, mais encore une fois, en prenant en compte la planète et tous les zodiaques. Ça ne sera pas seulement sur l'écliptique. Hein. Donc les signes de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Le Sagittaire quand même touche aussi à la communication, mais c'est au rayonnement de la personne. C'est l'énergie physique, c'est l'art de se manifester au monde. C'est-à-dire comment je suis physiquement, quelle image je veux donner et qu'est-ce que j'exprime. Hein. Voilà. Et donc on peut y aller par ces secteurs-là quand on veut savoir qu'est-ce qu'on veut savoir sur une personne. Hein. Là, en l'occurrence, quand on apprend à attaquer ses points forts, on repère assez facilement que même cet ascendant Poisson, qui est peu extraverti, mais quand même actif, qui diffuse quand même spirituellement, même s'il a un gros frein ici, mais de la même manière, il ne va pas faire que subir. Il aura un levier d'action, le fait que Mars soit en Poisson, il y aura une relation qu'il ne sera pas forcément inactif à subir dans ce côté-là. Même si c'est un sentiment de fatalité quand même, qui en général ça pèse. Mais là, on voit qu'il a une maison 2 en Sagittaire très puissante, puisqu'elle est renforcée par le Tigre.
Et donc, ce mode d'expression va lui donner vraiment quelque chose de puissant et ancré dans la terre. Le taureau, quelqu'un ça va lui apporter une prospérité. Hein. Il y a quelque chose de joyeux, son plaisir, c'est la terre. En bélier, il aura quand même l'énergie, ça va être sa joie d'engranger. Ça fait partie et on peut voir gagner de l'argent par rapport au voyage, par rapport à la chanson, à l'expression. C'est un rapport avec son revenu. Il le vivra comme ça. Et on voit que Mercure en maison 3, donc, qui est très fort, qui va renforcer tout à fait l'aspect mercurien, avec ce soleil qui est pas loin du soleil, donc ça donne ce petit côté Gémeaux. Alors, à savoir que même si toutes ces planètes sont en taureau, en vrai, cette personne, elle a un aspect taureau, mais pas du fait qu'elle soit vraiment là, parce que là, il est beaucoup plus sagittaire et mercurien, et son côté taureau va venir beaucoup plus de cet aspect-là et de quelques autres. Mais pas du fait qu'il y ait plusieurs planètes en taureau. Ça trompe, parce que plus il y a de planètes dans un signe, plus ces planètes vont interagir entre elles, et c'est pas pour ça que le signe sera plus fort. Au contraire, il va être dilué par ces planètes. Mais il se trouve que cette personne est taureau très fort par son Sagittaire, qui est vraiment très proche de cette maison 2. Donc le soleil, on voit qu'il a une bonne expression. En plus, il a peut-être même un côté Mars, d'un autre côté, qui va lui donner ce petit côté bélier un peu punchy. Et ce côté Gémeaux, qui va se donner ce côté social, très bon pour la comédie, le cinéma, le commerce, le côté je vois les choses de manière relative et j'en joue, c'est le côté joueur. Ça, c'est quelqu'un qui aime jouer socialement. Voilà. Ensuite, on voit cette maison 4 très proche de Pluton. Là, 4, c'est le foyer, la naissance, le bas âge, surtout que la Lune est très proche, ça va rajouter. Et cette introspection douloureuse et cette image peut-être du foyer, de base, de ses racines. Heureusement que c'est quand même en Gémeaux aussi, parce que ça allège, ça relativise un petit peu, ça permet de réfléchir, de mentaliser cette émotion. Mais c'est quelqu'un qui va être émotionnellement tendu, c'est une sorte de souffrance pratiquement, parce que la Lune, Pluton est quelque chose de douloureux quand même, sur quelque chose de sensible comme la Lune. Et ça peut être une souffrance qui vient de la mère ou par rapport à la mère. D'ailleurs, on sait qu'il a perdu sa mère très tôt et on peut imaginer que ça fait partie de cette douleur qu'il va garder en mémoire, parce que ça, c'est quelque chose qu'on traîne dans sa vie. Et des fois, il y a des fois d'agression, et là, ça peut être le fait qu'il ait perdu sa mère, tout simplement. Je n'ai pas l'explication plus intime, mais ça permet qu'il a cette angoisse intérieure, peut-être de la mort ou de ce foyer qui le travaille. Et ça peut le rendre à une sorte d'agressivité que dans l'enfance, d'ailleurs. Ça sera assez marqué, donc comme enfant, il pourra être assez irritable. Et là, le fait qu'il y a le nœud lunaire près de la maison 7, s'il y avait interaction entre les deux, on ne sait pas dans quel sens, mais la 7 est plus longue, donc on pourrait imaginer que ça lui ferait un peu d'ascendant balance quand même, donc une forme de sociabilité de ce côté-là. Par contre, il y a des côtés beaucoup moins sociables, c'est-à-dire que ce qu'on avait dit, Uranus près du milieu du ciel, c'est comme un Uranus en bélier, ça c'est réactif, ça peut être bagarreur, c'est une part de violence, mais encore une fois, tout dépend comment elle est vécue. Si c'est quelqu'un qui est boxeur, c'est très bien d'avoir ça, dans un sport ça donne de la rapidité d'action, de réaction, après au quotidien dans sa maison 4, là ça rend aussi irritable, ça renvoie un peu à ce scorpion, ça donne une forme d'agressivité, on peut devenir un peu teigneux, comme ça, d'autant plus qu'on a vu qu'on avait un secteur qui se rajoutait en scorpion là-dessus, ça peut être franchement teigneux. Mais il y a ces deux autres aspects très sociables. Donc c'est qu'est-ce que cette personne va en faire, d'être ce potentiel-là pour la survie dans la nature,
c'est utile. Après, dans un monde social, ça peut casser les vases de porcelaine, quoi. Tout dépend de comment c'est utilisé, comment c'est vécu. C'est pour ça que tout ça, comment s'épanouir avec ça, ça dépendra du contexte. Par exemple, si cette personne a fait la guerre, est-ce qu'il pouvait faire la guerre? Il avait quand même un petit peu de bélier, ça c'est plutôt pacifique comme signe, il avait envie de... Son bonheur c'est la paix, c'est pas de faire la guerre, mais il a un potentiel guerrier. Donc, cette personne va effectivement se porter volontaire dans une opération de guerre. Il a de quoi faire. Par contre, il a une sensibilité émotionnelle, une sociabilité où il va en souffrir énormément. Et d'ailleurs, après cette période de guerre, il va avoir il va avoir ses cheveux blancs qui viennent d'un coup, parce qu'il va subir des grosses peurs, peur de mourir très fort, cette angoisse. C'est pas Même s'il est dragon, il a le courage, il a l'audace, mais ça n'empêche pas qu'il a des émotions, et ça va vraiment le toucher profondément. Donc ça va être quelqu'un, malgré tout, d'assez expressif, d'assez lumineux par Mercure, Soleil, Jupiter, un lumineux terrestre, qui en plus, cette maison 9, dans l'astrologie indienne, elle devient une maison 10, donc il y a un côté saturnien, donc quelque chose d'encore plus stable, de plus terrestre, qui s'est greffé à la maison Bœuf, Vierge, qui va rajouter encore ce côté terre. Donc c'est vraiment quelqu'un ancré à la terre, au sens des réalités. La spiritualité de la maison 12, avec Saturne dedans, c'est pas là qu'il va avoir ses vocations spirituelles, sensibles. Il va être aussi se faire... C'est les désillusions, donc il ne va pas croire beaucoup, il va pas croire aux théories spirituelles de l'époque. Il aura son monde à lui. En plus, il est dragon, il est assez rebelle. Ça sera son monde intérieur. Lui, il aura besoin de se retirer, il aura des moments de solitude volontaires et peut-être forcés par moments, comme des moments d'hospitalisation. Certains, avec ça, peuvent se retrouver en prison. C'est des moments où on a une privation de liberté. Mais il a, encore une fois, ses grandes capacités c'est pas dominant dans ces cas du ciel. Il a pu connaître des privations de liberté. Voilà. Et le fait de son soleil, son image qu'il donne, même s'il est très Gémeaux, donc il a une certaine joie de vivre, un très fort Jupiter, donc il peut communiquer, il peut chanter, il peut jouer la comédie, il peut être représentant de commerce, et voilà, il pourrait être conducteur de train, comme on avait vu, puisque ses parents, son grand-père faisait ça, et ça le tentait bien. Il aurait pu faire paysan, mais il a ce côté sociable. Il avait une opportunité, et en fait c'est là que les parents vont influencer, parce que le fait d'être né à Paris sur quelqu'un qui a une possibilité de rayonnement, et dont les parents étaient tous les deux comédiens, chanteurs, forcément, et il a la vocation pour faire ça. C'est pas son plus grand bonheur, mais il a les capacités de le faire. Et à partir de là, il va le faire sans que ce soit forcément son plus grand plaisir, mais il a le talent. Et pour faire un comédien, d'autant plus qu'il a cet ascendant poisson, qui ne prend pas un comédien superficiel. Poisson, c'est quelqu'un capable de ressentir les émotions, d'incarner quelque chose qui est au-delà de lui-même. Ça va être très bon pour les comédiens, justement, ce côté émotionnel, il va ressentir, et il a cette émotion agressive. Le cinéma peut lui permettre de canaliser cette agressivité, ce côté teigneux. C'est pour ça qu'on le fera souvent jouer dans des rôles, ça pourrait être de militaires, de voyous, de policiers, des gens qui ont une certaine violence réactive comme ça. Voilà. Et on va rajouter à ce côté agressif, que là il va devenir un peu important, là j'ai marqué, il y a encore quelque chose qu'on avait vu, c'était les aspects. Et en prenant simplement Mars, qui est à 29 degrés du Taureau, et Uranus est exactement à 29 degrés du Sagittaire, donc on avait fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça tombe pile sur le serpent ou de la nouvelle lune, plus le 8 de Mars, c'est-à-dire un scorpion sur Uranus.
ça rend franchement teigneux. Donc quelqu'un pas facile à vivre. Le fait qu'il soit vierge, ça rend quelqu'un d'obéissant, qui, dans son image, il aime bien donner cette image de quelqu'un de sérieux. Il sera précis, il a le sens, en même temps, même s'il est Gémeaux, ça n'empêche pas qu'il a vraiment une conscience morale très stricte. Le Verseau, c'est la rectitude intérieure, et il a une conscience personnelle très, très élevée, et même si dans la forme, il aime bien jouer. Il va jouer de cette image, donc il est capable de sa violence d'en rire et de faire un coup de bluff, comme ça. Et même, effectivement, si on va le chercher trop loin, on va trouver. S'il n'avait pas une carrière aussi épanouissante, ce côté-là, sur certains cas, si ça n'avait pas été si positif ici, beaucoup de gens, on aurait pu conclure qu'il passe à des actes de violence et qui pourraient l'amener d'ailleurs en prison. C'était pas impossible dans ce genre de carte du ciel. Donc dans ce genre d'interprétation, on voit que pour moi, ça colle parfaitement à ce que je connais de cette personne. Célèbre comédien qui, avec son côté saturnien et jupitérien, avait vraiment quand même envie de faire une belle carrière. Donc voilà, c'est quelqu'un qui ne mettait pas tellement son image en vue, il s'en foutait de son apparence physique, lui c'était son apparence intérieure, il voulait être quelqu'un d'authentique, même au cinéma. On avait du mal à lui faire jouer quelque chose qu'il ne ressentait pas à incarner. Mais c'était pas d'être une vedette qui comptait pour lui, c'était de réussir sa carrière, peut-être par rapport à la misère, à la difficulté de ses parents, et que lui, il avait envie de prospérité intérieure. Évidemment, il ne crache pas sur la notoriété, mais ce n'est pas son apparence qui est importante pour lui. Et on sait aussi qu'au côté familial, c'était assez tendu, il rêvait d'avoir des enfants, ça n'a pas été facile de fonder une famille pour lui. Il y avait beaucoup d'angoisse et de souffrance par rapport à ça, et il était assez passionnel par rapport à ses propres enfants, et en même temps qui sont un peu mélangés à sa vie professionnelle, et avec beaucoup de tension. Et c'est comme quelqu'un de vierge, en plus assez perfectionniste, effectivement, il ne devait pas être facile à vivre. Il est plus facile à vivre dans le cinéma qu'en famille, on dira. C'est quelqu'un qui, jeune, on appelait gueule d'amour, parce que c'est le côté Vénus en taureau, près de Mercure, ça a ses joueurs en amour aussi, ça avait beaucoup de charme. C'est quelqu'un, le charme de l'époque montrait une certaine virilité. Le fait d'être prospère et aussi un charme, rajoute un charme attractif. Simplement, oui, c'est quelqu'un qui pouvait séduire, et d'autant plus que, n'oublions pas que nous avons Vénus-Pluton, ça donne un côté assez sexy, et encore une fois assez magnétique. Quelqu'un qui doit avoir des grandes attirances, des grandes passions amoureuses. Ça devait l'habiter, mais on sent que c'était pas facile à vivre, malgré tout. Et c'est encore ce qui l'épanouit mieux, c'est encore une fois sa carrière, la prospérité, c'est ces moments de bonheur, voilà. En résumé, sachant qu'on n'aura pas tout dit, qu'on n'a pas tout parfaitement éclairci, et que c'est quelqu'un en plus assez complexe, avec de belles contradictions, c'est pour ça que sur des cartes du ciel comme ça, on ne pourra pas faire vraiment facilement une preuve de l'astrologie. Pour faire des preuves de l'astrologie, ce que j'ai fait par ailleurs, il faut tomber sur des cas excessifs. Être une vedette, être connu, n'est pas un cas excessif. On peut être connu pour n'importe quoi. C'est pas ça la notoriété qui fait la personne. C'est simplement que si, effectivement, j'avais eu, par exemple, quelqu'un qui avait beaucoup plus de côté pathologique fort, avec, par exemple, son Uranus dans pleine tension, dans des maisons 12, 6, là, on aurait vraiment joué sur l'aspect santé, quelqu'un qui est vraiment dans de gros problèmes de santé. Donc là, je pourrais dire, on m'aurait comparé deux cartes du ciel. Cette personne se porte très bien, elle a vécu très longtemps, en parfaite santé, et cette personne a eu des gros problèmes depuis sa naissance.
et elle est morte finalement assez jeune. Ça, je pourrais comparer l'une et l'autre. Ou quelqu'un d'extrêmement introverti par rapport à quelqu'un d'extrêmement extraverti. C'est deux choses que je peux détecter. Et ça, je peux le faire, je vous conseille de le faire. Et là, on a les éléments pour faire la preuve, puisque c'est ça que je cherche, simplement démontrer, et ça va me demander un travail de mise en place, parce que là, l'objectivité est toujours mise en doute dans ces cas-là, donc il faut des choses complètement objectives, des cartes du ciel qu'on me présente que je ne connais pas, avec des moyens, voilà, qu'il n'y ait pas de moyens de tricher, que ça doit être fait par peut-être plusieurs personnes à la fois, comparé, etc. Et chiffrer à partir de là. Mais là, ça m'a demandé une préparation, donc je vais arrêter les vidéos pendant un assez long moment, le temps de préparer d'autres choses et d'autres formes de communication, parce que effectivement, je suis en train d'écrire un livre qui vont expliquer mieux, parce que l'expression orale, ce n'est pas mon fort en fait, et j'aime pas du tout, j'ai aucun plaisir moi à me présenter face à une caméra, et simplement, je pense que c'était nécessaire de fixer ça sur une image en attendant la suite. Voilà, je vous remercie, peut-être à plus tard, du coup je ne sais pas quand, et je vous remercie de m'avoir écouté. Bisous et à la prochaine. Au revoir.